Et si je me déconnectais totalement de Strava, des réseaux et des datas? Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Pendant des années, courir était une chose simple. On enfilait ses baskets, on franchissait le seuil de la porte, on allait courir et puis on rentrait. Aujourd'hui, chacune de nos foulées est disséquée, partagée, likée, voire jugée. Et si cette quête permanente de validation finissait par nous éloigner de l'essentiel? Alors dans cet épisode de l'œil du coach, nous accueillons à nouveau Kevin Fortino. En 3 ans à peine, Kevin est passé d'un premier marathon en 2h48 réalisé du côté de Tours à un chrono de 2h28 en décembre dernier du côté de Valence. Aujourd'hui, il a décidé de se tourner vers une distance que Bruno connaît très bien, à savoir le 100 km. Alors derrière cette progression fulgurante, Kevin a pris une décision qui peut surprendre. Il a coupé les ponts avec Strava. Plus de partage, plus de publications sur le fil d'actualité, plus de transparence sur ses entraînements. Pourquoi donc renoncer à ce réseau social roi du running? Que gagne-t-il à courir loin des coms et des kudos? Comment retrouver le plaisir dans notre pratique quand celle-ci n'est plus soumise au tribunal des chiffres? Avec Bruno et Kevin, on ouvre ce débat qui pour moi est essentiel sur notre rapport à la performance, à l'image, mais aussi au plaisir de courir. Est-ce que je cours pour moi ou pour ce que les autres vont en penser? Cette capsule, l'œil du coach, est enregistrée en partenariat avec l'application iDoSport que j'utilise au quotidien. À la fois pour gérer mes entraînements, suivre les progrès des sportifs que j'accompagne et gérer toute l'organisation de l'association. J'avais besoin d'un outil simple, fiable et vraiment pensé pour les sports d'endurance. iDoSport, c'est une solution de gestion, de planification des entraînements conçue par des athlètes de haut niveau, en la personne de Charlotte Morel et Fred Belaubre. Que tu sois entraîneur, coureur, triathlète ou responsable d'une association, iDoSport te permet de planifier, suivre et structurer tes entraînements au quotidien. Tu peux découvrir l'application sur idosport.app. Je te remets le lien dans les notes de l'épisode. Et iDo, c'est l'outil pensé par des sportifs, pour les sportifs. Sans plus attendre, je vous laisse profiter de cette capsule. C'est l'œil du coach aujourd'hui avec Kevin Fortino et Bruno Heuby. Pourquoi j'ai quitté Strava? C'est le sujet de cet épisode du podcast À côté de mes pompes, pour lequel je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Bruno, on se retrouve aujourd'hui pour une capsule L'œil du coach et tu ne seras pas seul derrière le micro puisque nous accueillons Kevin Fortino que j'avais reçu lors de l'épisode 198 en octobre 2023 pour évoquer un marathon express préparé en 9 mois. Et avec Kevin aujourd'hui Bruno, on voulait t'interroger, te consulter pour évoquer les réseaux sociaux de sportifs, en l'occurrence Strava. Puisque, comme on en a discuté un petit peu avec Kevin en off, il a décidé de quitter Strava. Donc, vu qu'il a quitté Strava, tout ce qu'il fait, ça n'existe plus, Kevin, tu es d'accord? C'est ça, exactement. Ça va faire 6 mois déjà que j'ai quitté Strava. Alors, pour te représenter un petit peu, Kevin, je te laisse la parole en quelques mots, que tu puisses dire aux auditeurs qui tu es, d'où tu viens, s'ils n'ont pas eu le plaisir d'écouter cet épisode 198. Fais-nous un petit CV de coureur à pied. Donc moi, Kevin, j'ai 33 ans bientôt. J'ai commencé la course à pied à 30 ans, donc il y a 3 ans. J'ai fait mon premier marathon au bout de 9 mois de course à pied, après m'être remis en forme après une grave blessure, en tant qu'arbitre de football, et j'ai couru du coup en 2h48 ce premier marathon. Donc j'ai compris que j'avais quelque chose à aller chercher en course à pied. Et au bout de 3 ans, là, j'ai enfin cassé la barre des 2h30 que j'avais promis, lors du podcast qu'on avait enregistré ensemble, donc à Valence en décembre en 2h28. Et là, je me tourne maintenant, sur le 100 kilomètres, avec, vraiment des objectifs que j'espère accomplir sur cette distance. Comment tu t'organises, Kevin? Parce que sur le plan professionnel, tu es boulanger, tu travailles chez un artisan. Les entraînements, ils se calent à quel moment et comment tu structures ta semaine d'entraînement qui est un petit peu particulière quand même? Bah, là, en prépa 100 kilomètres, donc j'ai là, en début de préparation, je tourne à 10 séances par semaine.
Donc je double quand même plusieurs fois dans la semaine. Donc ce qui se passe, c'est que généralement, je vais courir direct en débauchant sur les coups de 12:00, 12:30. Derrière, je fais ma sieste. Je retourne courir tout de suite après ma sieste parce que derrière, il faut que j'aille chercher ma fille de 3 ans et demi à l'école. Donc heureusement, on a pu la mettre à la garderie un petit peu pour que j'ai un petit tampon de relaxation et du coup, je vais la chercher sur les coups de 17h30. Donc ça me fait 2 entraînements assez condensés, mais le physique tient et derrière, on récupère bien, on mange de bonne heure et on va se coucher de bonne heure. Bruno, comment tu analyses le profil de Kevin avec, déjà cette profession qui est très prenante et qui, nécessite des réveils très, très, matinaux et derrière sa progression? C'est-à-dire qu'en 3 ans, 1er marathon 2h48, aujourd'hui 2h28 avec des ambitions sur 100 kilomètres. Est-ce que c'est un extraterrestre? Est-ce qu'il a un potentiel qu'il n'avait pas révélé jusqu'à présent? Ou est-ce que c'est tout simplement de la méthodologie, son assiduité à l'entraînement qui porte ses fruits aujourd'hui? Bah, je pense qu'il y a un petit peu de tout ça. Il y a un petit peu de tout ça. Il y a beaucoup de sportifs, de très bon niveau ou de haut niveau qui s'ignorent, hein. Donc c'était probablement le cas de Kevin parce que pour arriver à faire, 2h28, c'est ça, hein, au marathon en 3 ans, c'est quand même la preuve qu'il y a un gros potentiel, derrière. Potentiel qu'il ignorait sûrement, mais ça arrive souvent que les gens n'aient pas la possibilité de croiser le sport pour lequel ils sont faits pour des raisons, X ou Y. C'était probablement le cas pour Kevin. Peut-être que si on l'interrogeait, mais tu l'as peut-être fait dans l'épisode, peut-être que lui, il n'aimait pas courir, comme beaucoup de gens, ou les footballeurs qui disent: «Moi, si je cours derrière un ballon, mais s'il y a pas de ballon, je cours pas» et puis qui se retrouvent blessés. J'ai l'exemple de Thierry Guichard, puisqu'on parle de 100 kilomètres, qui a été vice-champion du monde de 100 kilomètres en faisant 6h24, si je dis pas de bêtises, et qui, était un footballeur blessé qui s'est mis à courir et qui a découvert une passion. Donc, je pense que Kevin, ça doit ressembler, plus ou moins à ça. Mais c'est certain qu'on fait pas 2h28 au marathon et 7h15, 7h10, 7h12, pardon. 7h12 aux 100 kilomètres sans être assidu, sans être, régulier à l'entraînement, sans être investi, sans être, passionné. Même si ça fait que 3 ans qu'il court et le vieux coureur que je suis sait que c'est difficile de durer dans le temps. Donc sur le trépied de la performance là, le trépied qu'on aime répéter, Seb, sur ce podcast, il y a certainement des qualités, mais aussi une entraînabilité. Il a pas obtenu ces résultats comme ça en claquant des doigts. Est-ce que tu es surpris, Kevin, toi-même, de cette évolution et des résultats? Parce qu'il y a quand même un gros pas qui a été franchi par rapport à l'épisode enregistré en 2023. Alors surpris, oui et non, parce que voilà, à côté, depuis que j'ai fait ce premier marathon et que j'ai senti que j'avais quelque chose à aller chercher, dans la course à pied, j'ai vraiment tout mis en place à côté, que ce soit en termes de récupération, mon alimentation, je fais hyper attention, je fais attention à mon sommeil. Donc, non, j'ai mis les moyens pour essayer de progresser rapidement. Après, ça va tellement vite en fait en 3 ans que pour l'instant je me rends pas trop compte de tout ce qui se passe. Maintenant que j'ai Laurence en tant que coach, je me dis que, bah, il y a 3 ans en arrière, on m'aurait dit que je serais coaché par une athlète, comme Laurence, j'y aurais pas cru. Donc, je savoure en fait chaque instant, mais je me rends pas trop compte de la rapidité, de la progression. Alors, si on en vient, Kevin, au sujet de l'épisode du jour, ce pourquoi je t'ai fait venir sur cette capsule L'œil du coach pour échanger avec Bruno, est-ce que ce départ de Strava, tu as quitté Strava de ton propre chef, est-ce que c'est lié à cette collaboration naissante avec Laurence qui explique que tu aies voulu te mettre un petit peu en retrait de ce réseau qui est un réseau social de sportifs et plein de bienveillance? Alors, au début de la collaboration avec, Laurent, j'étais toujours sur Strava, donc je partageais toutes mes séances, je m'en servais comme carnet de bord, où j'expliquais vraiment ce que je faisais, en termes d'allure et cetera. Et après Winshotten, en fait, j'ai eu le droit, par exemple, à des petites remarques, à partir du 75e où on m'a mis: «Ah, ça a commencé à être dur», par des gens qui, on va dire, ont pas couru plus de 20 kilomètres. Donc là, je me suis dit: «Beh, en fait, on me cherche toujours à me pousser dans le plus, 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 plus», et presque ça m'enlevait ma part de fierté de cette performance-là que j'avais fait. Et là, je me suis dit: «Mais en fait, bah, je cours pas pour les autres, je cours pour moi», et d'avoir ces remarques-là un petit peu négatives qui venaient, c'est juste un petit nuage sombre,
mais qui était là, en fait, je me suis dit: «Mais en fait, bah, les gens qui sont sur mon Strava et qui regardent ce que je fais au quotidien, ils sont pas forcément là pour la bienveillance, mais plus pour me rappeler qu'au 75e, bah, j'ai eu ce petit coup de mou». Et j'ai eu le droit aussi à la remarque, bah, du coup, le prochain objectif, c'est quoi? 150, 200? Bah, non, enfin, chaque chose en son temps. Là, j'ai envie de performer sur le 100 kilomètres, donc je me donne aux 100 kilomètres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait un peu boule de neige on intérieurement, on me poussait à aller, plus vite, plus fort, plus loin, en m'entraînant sur des commentaires et cetera. Et depuis que j'ai arrêté du coup Strava, j'arrive beaucoup plus à me détacher de mes séances, heu, c'est tout bête, hein, mais l'échauffement, par exemple, si j'ai envie de le courir à 12 kilomètres/h, bah, je le cours à 12 kilomètres/h. Ma moyenne, générale de ma séance, elle sera plus basse, mais je m'en fous, en fait, derrière, j'aurai pas de kudos. Alors que les gens sur Strava, par exemple, la récupération, ils vont la swiper pour que la moyenne globale de la sortie, elle soit à 4,10. Ça fait plus joli que si elle est à 4,30 avec les récup incluses. Donc tout ça, tous ces petits côtés négatifs, bah, au moins je les ai nextés. Et en plus de ça, je pense que maintenant que je travaille avec Laurence, Laurence me fournit un travail parce que mine de rien, c'est du temps passé à nous préparer des programmes d'entraînement, à rectifier, les plannings d'entraînement en fonction de notre ressenti parce qu'on échange beaucoup là-dessus. Et en fait, tout partager, je me dis qu'en fait, quelqu'un qui aurait pu l'approcher pour avoir un planning d'entraînement, bah, peut s'inspirer de ce que moi je vais publier et du coup, pas forcément se rapprocher de Laurence directement. Et je trouve ça un petit peu dommage et non respectueux du travail qu'elle me fournit en publiant tout gratuitement, sur les réseaux. Bruno, est-ce que tu trouves que Strava est une vitrine de la performance et que ce partage qui était finalement bienveillant de la part de Kevin, de dire voilà ce que je fais, c'est mon carnet de bord, bah, il se l'est pris un petit peu comme un boomerang avec finalement on pointe du doigt ce qui n'allait pas. Bah, on pointe du doigt ce qui ne va pas, c'est un peu la problématique des réseaux sociaux, c'est-à-dire que on le voit en ce moment, au jour où on enregistre, on est en pleine élection municipale. Je ne connais pas une personne qui se soit présentée, qui se présente aux élections municipales sans avoir derrière lui, à chaque publication, des dizaines de critiques. Ce qu'on appelait les trolls avant sur les comment dire, sur les forums internet. Donc, je pense que c'est difficile de se dire: «Je me lance sur un réseau social et je ne vais avoir que des commentaires positifs». C'est difficile. Donc, je serais tenté de dire: «C'est le jeu», comment on dit? C'est comment l'expression? «C'est le Ma jeu, pauvre ma pauvre Lucette. Lucette». C'est le jeu, ma pauvre Lucette. On sait que, voilà, si on va sur les réseaux sociaux, quand on monte en première ligne, on prend des balles, hein. Sinon, on reste dans la tranchée et puis on attend, le temps que ça se passe. Donc oui, c'est sûr qu'en allant sur les réseaux sociaux, on va forcément avoir affaire à des gens qui sont jaloux, qui sont aigris. Avant, nos grand-mères, elles étaient derrière la fenêtre, elles tiraient le rideau, elles regardaient en cachette. Maintenant, les gens sont sur les réseaux sociaux, et c'est la même chose. Ils vont critiquer et ça, enfin, je vois pas comment on peut y échapper. Après, avoir la capacité de prendre le recul nécessaire pour se dire: «Finalement, moi, ce qu'on va me dire, ça ne m'atteint pas». Là, c'est autre chose. Mais je crois que la question de base, c'est: pourquoi aller sur Strava? Est-ce que ça a un sens ou pas? Pourquoi est-ce qu'on va sur Strava? À quoi ça sert? Pourquoi on le fait? Et si on a déjà répondu à cette question, à mon avis, on va régler une grande partie du problème. Pourquoi Kevin, tu étais arrivé sur Strava? Parce que tout le monde y était? Parce que tu voulais partager ce que tu faisais? Comme tu l'as dit, façon un petit peu carnet de bord de ton entraînement? Ouais, c'était ça il y a 3 ans quand j'ai débuté, du coup, bah, les collègues avec qui, je m'étais un peu engagé à faire ce premier marathon étaient dessus, donc c'est assez naturellement que je suis aussi rentré sur Strava. Et c'est de là, en fait, que j'ai commencé à détailler toutes mes séances parce que je trouvais ça sympa de leur partager, ce que je faisais. Et au final, voilà, ça a vite tourné en rond. Et forcément, comme le dit Bruno, il y a de plus en plus de gens, bah, via Instagram qui ont découvert mon Strava et pas forcément que des gens que je connaissais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu, entre guillemets, «l'occasion» de tomber sur un peu plus de gens, je vais pas dire moins bienveillants, mais qui étaient plus dans la critique qu'à la base mes proches pour qui au tout début, au commencement, j'avais commencé à avoir mon compte Strava. Mais je vous rejoins tous les 2 hein, sur ce côté, c'est le jeu ma pauvre Lucette des réseaux sociaux et pour avoir publié beaucoup de choses en lien avec la course à pied, des posts qui sont «léchés» entre guillemets, qui sont bien formulés, bien tournés, qui apportent entre guillemets un contenu
intéressants à mon sens, c'est pas ceux-là qui vont faire le plus de vues, le plus de «buzz» entre guillemets. Par contre, quand j'évoque que je suis, en méforme, que je suis blessé, que ça va moins bien, alors là, je reçois une quantité monstrueuse de commentaires, comme si, tu l'as dit Bruno, les gens étaient là à regarder, scruter comme des trolls ce qui ne va pas et pouvoir peut-être, appuyer sur, ces aspects qui sont pas toujours hyper positifs et c'est pas non plus, ma philosophie de m'épandre sur, des considérations personnelles, mais quand elles arrivent, c'est bien souvent là où il y a le plus de remontées. Bruno, de ton côté, est-ce que, Strava, tu l'utilises comme un carnet de bord? Comment tu le perçois de ton côté? Pourquoi tu es dessus d'ailleurs? Bonne question. Alors moi, je suis arrivé sur Strava puisque, entraîner, c'est mon métier. C'est ce que je fais du matin au soir. Donc moi, je considère que tous les outils de partage des séances d'entraînement sont utiles et à l'époque où j'ai commencé à entraîner à distance, les applications dédiées n'existaient pas et donc, toutes les montres ne se connectaient pas aussi facilement aux applications, sauf que Strava est arrivé et a permis le partage des séances d'entraînement, quel que soit le nom de la marque, qu'on a, donc je vais pas les citer. Et je suis allé sur Strava parce que ça me permettait d'accéder aux séances des entraînements des sportifs que j'accompagne. Maintenant, grâce aux applications, comme iDo, Nolio et cetera, on n'a plus besoin de ça. Donc, c'est bien utile, mais moi, par exemple, je ne suis, du verbe suivre, personne sur Strava. Je ne regarde pas ce que font les autres, ça m'intéresse pas forcément, hein, même pas du tout. Et s'il y a des gens, qui m'intéressent, je vais voir leurs séances d'une autre manière. Donc, c'est ça en fait l'origine de mon arrivée sur Strava. Et ce qui est drôle, c'est que là, je m'en suis servi effectivement comme d'un cahier d'entraînement. Moi, j'ai toujours, l'habitude de dire que tous mes entraînements sont sur Strava. Je ne cache rien, je montre tout ce que je fais et quand j'ai fait, les 42 minutes là aux 10 kilomètres de Bar-le-Duc où tout le monde m'a dit: «Mais attends, tu fais pas 42 kilomètres en faisant que des footings, c'est pas possible» et j'aurais dit: «Mais si, regardez, tous mes entraînements sont sur Strava, je cache rien». Parce que je vois pas l'intérêt de cacher, ni l'intérêt de tricher, enfin, c'est des choses que je ne comprends absolument pas. Mais là, par exemple, suite à des petits soucis de santé, dont c'est pas le sujet aujourd'hui et on n'en parlera pas, je me suis servi de Strava comme un carnet d'entraînement. C'est-à-dire que la reprise d'activité physique, je l'ai noté en détail sur Strava et en me disant: «C'est quelque chose que je vais avoir en mémoire, que je vais retrouver très facilement, mieux que mon carnet d'entraînement, que j'utilise habituellement, papier crayon à l'ancienne» et je m'en suis servi comme ça, comme d'un outil qui va me permettre de retrouver dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou dans quand je voudrais expliquer aux gens comment j'ai repris l'activité physique, avoir cette trace. Donc du coup, j'ai un peu dévié l'outil de sa de l'origine pour laquelle j'y étais. Est-ce que Kevin, cet outil Strava t'a motivé à un moment donné? Te dire: «J'ai fait une belle sortie, je reçois des kudos, des commentaires, des petits pouces qui valident entre guillemets ce que j'ai fait». Est-ce que ça a été une source de motivation quand, la forme est peut-être un petit peu moins là ou tout simplement pour valider certaines étapes? Tu l'as dit, tu es un jeune coureur avec, 3 années d'expérience, mais déjà une belle progression. Est-ce que ça a pu t'aider à un moment donné? Oui, au début, je pense qu'on aime bien ça, hein, plus les chronos sont beaux et plus on a de kudos. Mais surtout où je me suis, bien amusé, c'est que, sur Strava, on voit très facilement la courbe des kilomètres, s'afficher et c'est un vrai jeu de aller, toutes les semaines, de grimper un peu plus 100 kilomètres, un peu plus 100 kilomètres, un peu plus 100 kilomètres. Donc je touche du bois, j'ai eu de la chance, ça m'a pas emmené à la blessure, mais clairement, ça m'a «forcé» entre guillemets à faire un peu plus de volume en ayant Strava que si j'avais pas eu Strava, ça c'est clair et net. Parce qu'en plus du coup, on a accès à aussi aux entraînements des profils, on va dire, semi-pro et même des certains pros qui sont sur Strava et forcément on voit leur volume d'entraînement et on a envie de s'y rapprocher pour se dire que ça va nous faire progresser plus vite et comme je l'avais dit sur le premier podcast, sur mon premier marathon, j'ai pas fait d'énormes intensités mais j'ai tout misé quasiment sur l'augmentation de mon volume progressivement, mais en montant, assez haut dès la première préparation et je pense que ça a été dû un petit peu à cette vision que je pouvais avoir des autres coureurs, qui arrivaient à courir en 2h30, 2h20, sur marathon. Est-ce que du côté de la Vendée, tu es, le détenteur de nombreux COM?
Donc c'est des segments sur lesquels on peut avoir finalement le plaisir de se lancer et d'être entre guillemets «le plus rapide» sur une côte, sur une piste, sur, une portion de route ou de chemin. Est-ce que tu as tenté le jeu de ces COM? Puisque certains sont des fans un petit peu, comme dans un jeu, hein. On va aller chercher un COM sur une sortie pour avoir, bah, la couronne et peut-être d'être détrôné à un moment donné. Il faudra essayer d'aller la retrouver derrière. Est-ce que ça t'a déjà inspiré sur certaines séances ou pas du tout? Alors ça, pas du tout, j'ai jamais prêté attention du coup aux segments qu'il pouvait y avoir dans mon coin. Parce que du coup, quand j'ai un programme d'entraînement, je le suis à la lettre et c'est pas parce qu'il va y avoir une portion de 200 mètres où, va falloir que je cours, à 20 kilomètres/h que, je vais me forcer à courir cette portion pour obtenir ce côme un peu virtuel, en détention sur Strava. Donc, non, ça, j'y ai jamais porté attention. Par contre, pour la petite anecdote, pendant ma préparation à Winschoten, j'ai eu une semaine de vacances, à Hendaye et du coup, sur ma semaine, j'ai fait 250 kilomètres, sur Hendaye, donc l'aller-retour du Remblai-Hendaye et du coup, quand j'ai obtenu le petit, local legend, de de la promenade d'Hendaye, bon, ça m'a fait sourire. Donc voilà, mais sinon les cômes, non, pas du tout. J'ai jamais du tout prêté attention à ces segments-là. Bruno, est-ce que ça peut être des dérives quand tu entraînes quelqu'un, de voir la personne vouloir aller tenter un segment, de vouloir augmenter le volume parce que, en comparaison avec, des athlètes de son entourage, de ses semi-pros, comme disait Kevin, voire pros et de vouloir les copier? Est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce que toi, tu en as déjà vu certaines dérives parmi les personnes que tu accompagnes? Non, jamais. Jamais parce que Kevin a parfaitement bien répondu. Quand on a un plan d'entraînement, que c'est structuré, que c'est organisé, qu'on respecte l'entraîneur, on sait pourquoi on est là. On va jamais tenter de battre un record qui est, comme il l'a dit très justement, qui est virtuel, donc qui n'a, je vais pas dire qu'il n'a aucun sens, mais on sait que des gens sont capables de faire le segment en trottinette pour battre leur corps. On sait que les gens sont capables de faire n'importe quoi pour s'approprier quelque chose, à tout prix, puisque il y a une forme de triche aussi sur Strava. Non, j'ai jamais rencontré ce genre de comportement. Moi, à titre personnel, j'ai déjà utilisé cette fonction segment, des segments que je me crée moi-même, en vélo, surtout par exemple, dans une côte ou autour de chez moi, j'ai des segments un peu partout et ça me permet effectivement de comparer. Je vais pas chercher à battre mon record, mais je vais rentrer de la sortie et je vais regarder le temps que j'ai mis sur cette telle ou telle montée, telle ou telle côte et je vais dire: «Ah tiens, je suis en forme. Ah tiens, je fais mieux» et ça, je trouve que c'est un outil de comparaison qu'on n'a pas forcément ailleurs et qui est hyper intéressant et hyper sympa à condition, bien entendu, de l'utiliser, correctement. Mais c'est une donnée statistique de comparaison qui est hyper intéressante avec Strava. Kevin, est-ce que l'on peut dire en quittant Strava que tu avais atteint un burn-out numérique, du moins sur ce réseau social? Oh non, je pense que le mot est un peu gros parce que du coup, je suis quand même pas mal sur Instagram à côté donc non, non, j'aime les réseaux sociaux, hein. Je fais partie de cette génération qui est née et qui vit avec les réseaux et qui me permet aussi, parce qu'on va pas se mentir, hein, d'avoir des sponsors grâce à ces réseaux sociaux. Donc je suis un petit peu quand même dans cette boucle-là. Mais je pense surtout que ça me permet en fait vu quand même le quotidien est très centré sur la course à pied, de me défocaliser un petit peu quand je suis dans des moments off course à pied. Par exemple, le soir, quand on est sur le canapé avec ma femme, bah, il y a des fois, je me revois, j'allais sur, Strava voir les sorties des copains, ce qui s'était passé. Donc ma tête était toujours dans ce monde de la course à pied, des chronos, du nombre de kilomètres qu'ils avaient fait et cetera. Alors que là, maintenant, bah, voilà, une fois que j'ai fini ma séance, que tout est enregistré sur Coros, et bah, je switch ma tête et du coup, je passe complètement à autre chose et je profite de ces moments où voilà, on parle pas course à pied et on profite, tous des uns des autres. Tu as vraiment recentré ta pratique sur ce que tu disais tout à l'heure, le plan d'entraînement et finalement ce qu'il y a à côté, ça t'importe peu. Tu files par rapport aux séances qui sont programmées, mais les entourages liés à la course à pied, dont Strava, font un peu moins partie de ton quotidien qui est, comme tu l'as dit, bien rempli. Ouais, c'est exactement ça et en fait, le la seule personne qui doit me donner son approbation et qui me réjouit quand elle m'envoie un petit message, un petit pouce, ça sera Laurence et les kudos des autres entre guillemets, bah, vu qu'ils sont pas intégrés dans ma préparation,
bon, ça m'importe peu et je vois pas pourquoi, en fait, je vais perdre 10 minutes à retranscrire ma séance, au quotidien, juste pour obtenir 2-3 pouces et au final qui m'apportera pas grand chose en plus que ce que j'ai déjà, quoi. Bruno, de ton regard d'entraîneur, est-ce que tu invites les personnes qui font appel à toi à ne peut-être pas détailler autant qu'elles le souhaiteraient le contenu des séances que tu leur proposes? C'est ce que disait Kevin tout à l'heure. Laurence, elle bosse pour moi, elle a préparé un plan et je respecte son travail, donc j'ai pas forcément envie de le dévoiler aux yeux de tout le monde. Est-ce que tu as cette démarche de protéger un petit peu le contenu de ce que tu peux faire et proposer aux athlètes que tu encadres? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je me fais fort justement d'essayer de partager, d'échanger sur l'entraînement et donc toutes les séances d'entraînement, que les gens que j'accompagne veulent mettre sur les réseaux et il y en a qui le font, hein. Il y en a pas mal qui le font. Ça me fait plaisir, je suis content. Ça permet aussi aux gens de voir comment je conçois l'entraînement, comment se déroule sur le terrain ma méthode, champenoise. Laurence est aussi champenoise, on a peut-être la même méthode finalement d'entraînement et voilà donc non, ça me pose pas de souci. Au contraire, je pense que c'est une belle vitrine. Il y a pas de secret de toute façon dans l'entraînement, il y a pas de secret caché. Je prétends pas détenir, la science infuse et donc je trouve que tout ce qui permet de partager les entraînements, d'en discuter, d'échanger, c'est plutôt une bonne chose. On a tendance en France, à penser que justement, c'est très cloisonné. Chaque entraîneur pense qu'il a la méthode, extraordinaire. Quand on voit dans des pays comme la Norvège, par exemple, qui sont pour moi un modèle de réussite sur le plan sportif et sur d'autres plans d'ailleurs aussi. Les entraîneurs n'hésitent pas à partager, ils se retrouvent dans les mêmes centres d'entraînement, ils partagent dans la même discipline, ils partagent entre les disciplines et c'est ce qui fait leur force. Nous ici, on est plutôt sur un modèle où chacun est un petit peu sur son précaré en essayant de garder ses secrets. Je pense pas que ce soit comme ça qu'on progresse et qu'on s'améliore. Donc j'ai pas de souci avec le fait que les sportifs partagent mes séances d'entraînement. Comment vous expliquez le boom et le développement d'un réseau social comme Strava? Strava, vraiment axé sur les sportifs. Qu'est-ce qui explique cette montée en puissance au fil des années de ce réseau social qui n'existait pas il y a 10-15 ans et qui aujourd'hui, on a l'impression que si on n'a pas fait sa sortie, qu'elle n'est pas sur Strava, c'est bien souvent ce qu'on dit, ça n'existe pas. Kevin, ton regard par rapport à ça? Après, je pense que le boom de Strava est quand même pas mal lié au boom du running en général, hein. Il y a qu'à voir les inscriptions sur les courses, ça devient très compliqué de planifier nos séances, 6 mois, voire 1 an à l'avance parce que, bah, les dossards partent à une vitesse qui est sensationnelle. Donc je pense qu'il y a vraiment ils sont dans le bon créneau en ce moment, là-dessus. Donc Strava forcément fait partie des choses qui en profitent de ce boom. Après, et franchement, je sais pas trop. Je pense que les amateurs, aiment bien aussi, bah, on est comme je dis, on est une génération qui a toujours baigné dans les réseaux sociaux et dans le partage quasiment de tout ce qu'on fait au quotidien, que ça soit des moments perso ou du coup ces moments sportifs sur Instagram, on peut vite saouler des gens qui ne courent pas, par exemple, à partager nos séances, alors que sur Strava, on sait qu'on va toucher des gens qui nous comprennent, qui du coup, seront entre guillemets «OK» pour, voir ce qu'on va partager au quotidien, sur nos séances et cetera. Donc, je pense que c'est pour ça que Strava a cette grosse valeur montante, dans le secteur du running et du coup, plus il y aura d'amateurs, plus je pense que Strava sera utilisé, au quotidien. Bruno, ton regard sur Strava et son évolution? Je vais pas répéter ce qu'a dit Kevin, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je partage parfaitement son analyse. Strava, c'est le Facebook du sport, en fait et voilà et donc on sait qu'on a en face de soi, enfin, autour de soi, dans notre communauté, des gens qui partagent nos valeurs, même si on peut avoir des critiques et c'est les raisons pour lesquelles Kevin, lui, a claqué la porte. Donc il y a pas forcément que des gens bienveillants, mais sur Strava, on est censé avoir pratiquement que des gens qui sont sportifs. Donc voilà, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Kevin, je suis complètement d'accord, avec lui et puis il y a aussi ce côté un peu pas un peu, il y a ce côté communautaire, je trouve, qui est intéressant sur Strava. C'est une motivation de voir les autres courir, voilà, sur Facebook ou sur Instagram, sur LinkedIn, on n'a pas la même chose, on n'a pas cette exclusivité
de l'activité physique. Sur Strava, on sait qu'on y va et qu'on va voir des autres courir. Et donc, il y a quand même un côté motivation qui se rajoute peut-être à l'aspect connecté des jeunes de maintenant et à l'aspect réseau social. Avec quand même quelques dérives, hein. Ce que tu disais, Kevin, les personnes qui vont peut-être arrêter leur montre pour éviter d'avoir une moyenne qui soit trop basse, ou encore, on l'a vu, ces personnes qui sont finalement prêtes à payer quelqu'un pour courir à leur place. Est-ce que tu as déjà été approché, Kevin, toi qui as de bons chronos, pour réaliser une sortie rapide ou un volume d'entraînement plus important? Bah, quand j'avais vu, l'article, du magazine L'Équipe à ce sujet-là, j'avais posté un mot sur Instagram me disant qu'il y a peut-être un business à se faire. Bon, bah, j'ai pas eu de candidature, c'est bien dommage, j'aurais bien aimé me faire un peu d'argent là-dessus, mais ça a pas été le cas. Mais, petit truc aussi quand même que je tiens à notifier, c'est que j'ai certes quitté Strava dans le monde public, mais j'utilise toujours Strava en moi uniquement du coup, toujours comme carnet de bord en fait, comme fait, Bruno, pour un jour me dire: «Tiens, à telle époque, je me sentais en forme, j'ai fait telle séance, elle passait facile. Pourquoi aujourd'hui j'y arrive pas?» Donc je m'en sers quand même toujours, je suis toujours, connecté à Strava, mais du coup, vraiment qu'en vision perso et voilà. Je tenais quand même à le préciser parce qu'on va croire que j'ai carrément supprimé mon compte. Non, non, je suis toujours sur Strava, mais voilà, ça reste vraiment perso et qu'à moi. Alors, on a vu également, tu parlais, Kevin, de ces coureurs-là qui étaient prêts à payer, pour, qu'on fasse des sorties à leur place. Il y avait également des dérives par rapport à la sécurité. Je voyais, des militaires, je crois, qui étaient sur des bases en Afrique et qui, affichaient leurs sorties. Ça peut être également un petit peu dangereux. On parle aujourd'hui beaucoup de harcèlement, de difficultés, de problèmes liés, aux relations entre personnes. La possibilité quand même de masquer également, ces sorties, ça peut apporter un confort de vie. Faut pas être suivi, faut pas forcément, dévoiler l'endroit où on habite et aujourd'hui, si on laisse tout ouvert sur Strava, ça peut, augurer quelques dérives pas toujours très, très sympathiques. On l'a vu et j'en avais discuté avec quelques jeunes femmes qui sont passées sur le podcast, des prédateurs peuvent, parfois rôder donc je pense que même en tant qu'homme, on peut être, sujet à des dérives comme celle-ci. Tu as jamais eu de soucis par rapport à ça, Kevin? Non, 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 aucunement, mais oui, tu fais bien de le préciser, surtout du coup, pour la jante féminine parce que, je me souviens, c'était Marina qui avait dû passer dans ton podcast et qui avait parlé de ce genre de petites dérives. Donc, voilà, c'est en plus, on a maintenant la possibilité de masquer nos départs et nos arrivées. Donc, autant le faire comme ça nous protège un petit peu. Après on a vu aussi dans l'actualité, c'était il y a 1 an que, ouais, il y a une joggeuse, malheureusement qui avait disparu et comme il précisait, ils ont tout de suite parlé en fait de Strava, comme quoi elle publiait, à chaque fois la même boucle et cetera. Donc est-ce que, le prédateur avait pas profité de ce réseau pour, savoir, où elle serait à tel moment peut-être? Donc voilà, faites attention quand même et maintenant comme tu le disais, on a la possibilité de masquer donc autant en profiter. Bruno, quelles seraient les bonnes pratiques pour utiliser un réseau social de sportifs comme Strava? Toi qui as une vision, de sage, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, je trouve que j'en ai déjà parlé, l'aspect, motivation, communautaire, c'est quelque chose qui est quand même très sympa, hein, se servir de Strava comme un outil de motivation. Pourquoi pas pour créer des communautés, ça existe. Moi, je l'utilise d'ailleurs, avec, ceux des membres, j'allais dire de ma communauté, je trouve ça un peu prétentieux, mais bon bref, peu importe, qui veulent se motiver à travers les séances d'entraînement. Donc on utilise beaucoup ce cet outil-là pour justement se motiver, se challenger, mais sans pour autant se comparer. C'est donc cet aspect motivation pour moi, il est super important. On a parlé du suivi des progrès donc que moi que moi j'utilise, hein, le suivi des progrès sur des séquences, sur des parcours, sur des comment on appelle ça? J'ai oublié le nom, Les des segments? segments, sur des segments. C'est intéressant. En cyclisme, par exemple, c'est très intéressant d'un point de vue, découverte des itinéraires, des parcours. On peut trouver des parcours d'entraînement, on peut se partager des parcours d'entraînement et du coup, c'est hyper sympa de quand on sait pas forcément où aller ou quand on sait pas comment, c'est pas évident, hein, le vélo, la problématique du vélo, des parcours, c'est pas toujours facile. Donc ça permet aussi de découvrir des itinéraires ou quand on va ailleurs, Kevin nous expliquait qu'il avait couru à un autre endroit donc repérer les parcours des autres.
les parcours sympas, ça évite de chercher. Donc ça aussi, je trouve que c'est un point sympa que le réseau social permet. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez en mesure tous les 2 d'aller courir sans qu'il n'y ait un enregistrement, que ce soit sur votre montre ou sur ce réseau social? On dit souvent que, les gens se retrouvent un petit peu démunis. Ah, j'ai pas de montre au poignet, hein, vous pouvez vérifier, aujourd'hui elle est pas là. Est-ce que cet objet qui est la montre peut parfois nous asservir un petit peu? C'est-à-dire qu'il faut que ce soit enregistré. Kevin, je sais que tu es très méthodique, hein, sur les chiffres, que ce soit sur, le calibrage de l'alimentation, sur les kilomètres, sur, tout ça. Si tu as pas la montre, est-ce que tu peux quand même aller courir? Alors, ce que je fais, c'est que j'ai toujours ma montre avec moi, certes, mais quand je suis, par exemple, quand on marque footing récup, je cache le cadran, je le mets en noir et en fait, comme ça, je cours essentiellement à la sensation que j'ai et en fait, j'enregistre l'activité, une fois qu'elle est finie, mais pendant tout le temps que je vais courir, je vais pas du tout regarder les données. Comme ça, au moins, ça me permet vraiment d'être relâché, de penser qu'à ma sensation et juste profiter de l'instant sans avoir à regarder mon allure tous les 500 mètres, comme je pourrais le faire si je voyais l'écran. Bruno, de ton côté, sans la montre, tu arrives à courir quand même? Non, non, j'y arrive pas. Alors, sans la montre au poignet, mais un peu comme Kevin, alors maintenant, je ne m'entraîne plus au sens où je fais pas de séances structurées, donc c'est encore une autre approche, mais même chose que Kevin, je ne regarde pas ma montre. Je vais courir, je la démarre, je l'arrête à la fin, je regarde ce que j'ai fait, à quelle allure j'ai couru, même si maintenant ça n'a plus beaucoup d'intérêt pour moi. Mais non, je peux pas aller courir sans montre. Mais je crois que ça fait 50 ans que ça dure, même quand j'avais 10 ans, même si c'était qu'une montre avec, des aiguilles et une trotteuse, on avait déjà la montre et j'aimais bien savoir, combien j'avais couru de kilomètres, ou quelle durée d'effort j'avais faite. Donc non, pas sans ma montre, mais sans être esclave. Heu, voilà, on peut être connecté sans pour autant ne pas être, enfin, on peut être connecté à ces outils, sans pour autant ne pas être connecté à soi-même. On pourrait presque dire que c'est le mot de la fin, mais Kevin, est-ce que tu as quelque chose à apporter à ce proverbe, cette maxime de Bruno? Non, non, il a tout dit. Après, voilà, on aime bien les chiffres aussi et ça permet de voir après la séance si, j'étais vraiment en total récup. Même sur mes footings qui sont un peu plus longs, ça me permet de vérifier ma fréquence cardiaque. Alors je vais pas regarder l'allure, mais je vais surtout me concentrer sur ma fréquence cardiaque pour bien rester en dessous tel ou tel seuil pour pas, trop taper dedans. Donc ça permet aussi alors on s'en sert pour, performer, mais ces chiffres servent aussi pour être sûr de bien récupérer donc voilà, faut pas s'en passer non plus totalement, mais faut savoir, comme dit Bruno, s'entraîner et jongler un petit peu avec et savoir s'écouter aussi de temps en temps. Eh bien, merci messieurs pour cet épisode. Alors Kevin, on modifiera un petit peu le titre parce que non, tu n'as pas définitivement quitté Strava. Tu as juste basculé en privé pour ce qui est de ton compte. Mais merci d'avoir accepté l'invitation pour venir discuter avec Bruno dans cette nouvelle capsule L'œil du coach qui, comme je vous le rappelle, est sponsorisée par iDo, la solution d'entraînement, de planification réalisée et mise sur place par Charlotte Morel et Fred Belaubre. Bonne semaine à vous. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous! Sports Social Podcast Network, the biggest voices in sport. Let's take a look at some of the lineup. What's occurring? If you're good enough, you're old enough. There's no doubt he's good enough. Like, it's obvious to me. Paula's Run Club. When we've talked about your favourite place to be on marathon day, mine is absolutely at that finish. A Celtic state of mind. Under Mark O'Neill this season, when Arnie Engels starts, our win ratio is 92%. All on Europe's biggest sport podcast network. Find your next favourite sport podcast. Search Sports Social Podcast Network and listen wherever you get your podcasts. Sports Social Podcast Network. Verified comparison at content.sport-social.co.uk/comparison.